C'est la revue de presse. Avec vous, Hélène Frade, bien sûr. Bonjour, Hélène. Bonjour, Pauline. Dans la presse aujourd'hui, on en parlait à l'instant dans le journal, la dernière ligne droite de la campagne pour la présidentielle en Turquie, ce sera le week-end prochain. Pour le premier tour, ce sera dimanche. Après avoir été contraint de lever le pied pour raison de santé, Recep Tayyip Erdogan tenait visiblement à marquer les esprits avec ce rassemblement géant dans l'ancien aéroport d'Istanbul hier. Près de 2 millions de personnes rassemblées, d'après le journal officiel Türkiye, qui évoque un rassemblement historique, alors que les sondages prédisent la victoire de son rival, l'opposant Kemal Kılıçdaroğlu. Daily Sabah, autre quotidien officiel turc anglophone, assure lui que le monde entier sera témoin dimanche prochain de la manière dont la Turquie a su garder la tête haute. Entendez, en réalisant une fois de plus Recep Tayyip Erdogan, d'où le quotidien turc anglophone vante donc de toutes les façons possibles et imaginables l'attitude de démocrate, je cite. La presse européenne, française notamment, Hélène, est plus sceptique. Pour le Parisien aujourd'hui en France, le président sortant n'est plus inébranlable. Le Reiss vacille et l'incertitude d'un nouveau mandat se fait ressentir dans cette campagne. Et c'est le même son de cloche qu'on entend du côté du Figaro, qui annonce déjà, vous le voyez, le crépuscule du sultan Erdogan, qui a profité du putsch avorté de 2016 pour laisser libre cours à sa dérive autoritaire, mais dont le tremblement de terre du 6 février dernier a révélé l'inefficacité du pouvoir dans un pays transformé en kleptocratie organisée. S'agissant des répercussions précisément de ce tremblement de terre de février, le quotidien espagnol El País est plus prudent et fait état d'une possible bonne tenue de l'AKP, le parti présidentiel, lors des législatives de dimanche prochain, y compris dans les provinces du sud de la Turquie qui ont été les plus touchées par le séisme. Le quotidien suisse Le Temps, enfin, ne se risque pas au pronostic, mais il voit déjà la Turquie face à un scrutin crucial dont le résultat, quel qu'il soit, laissera le pays face à un double héritage contradictoire, l'héritage laïque d'Atatürk et celui des années de l'islamo-conservateur Erdogan, un double héritage qui sera difficile à gérer, quoi qu'il en soit, pour ses éventuels successeurs. Et pendant que Recep Tayyip Erdogan fait face à l'incertitude dans son pays, un autre chef d'État, lui, fait son retour. On l'évoquait aussi dans le journal sur la scène internationale, c'est le président syrien Bachar el-Assad. L'annonce de la réintégration de la Syrie dans la Ligue arabe après presque 12 ans de suspension fait, vous le voyez, la une du quotidien égyptien Daily News qui précise que le texte qui a été voté à l'unanimité hier au Caire ouvre la voie à une invitation de Bachar el-Assad au prochain sommet de l'organisation qui aura lieu le 19 mai à Jeddah en Arabie Saoudite. Et cette annonce est accueillie avec beaucoup d'amertume par le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung qui voit un signal dangereux dans cette réhabilitation d'un meurtrier de masse et d'un criminel de guerre qui a utilisé des gaz toxiques contre des civils. Un signal qui est envoyé à l'Occident, mis face, je cite, aux conséquences de ses atermoiements et de son inaction en Syrie, mais aussi à sa perte d'influence au Proche-Orient. Le journal saoudien Arab News évoque une pilule incroyablement amère à avaler pour des millions de Syriens, mais également pour de nombreux dirigeants arabes, en assurant que 12 ans de carnage en Syrie ne peuvent être ni pardonnés ni oubliés. Mais le quotidien affirme que toutes les voies ayant été épuisées, attendre encore 10 ou 20 ans pour que cette étape inévitable, je cite, soit franchie, n'aurait fait que prolonger les souffrances des Syriens. Vous avez retenu pour nous également, Hélène, cette enquête de nos confrères du Monde en partenariat avec plusieurs médias européens sur de prétendus rassemblements en Europe contre l'Ukraine ou contre l'OTAN. Oui, d'après cette enquête, ces soi-disant rassemblements ont été manipulés en réalité par la Russie à des fins évidemment
de propagande pour discréditer l'Ukraine, évidemment, mais également l'OTAN, l'Union européenne et la Turquie. Ces fausses informations pro-russes ont été... Ces fausses manifestations pro-russes ont été organisées tout au long de l'année 2022 et jusqu'à ces dernières semaines dans plusieurs capitales européennes, Paris, Madrid ou encore Bruxelles, où a d'ailleurs eu lieu le dernier rassemblement en date, le 15 avril dernier, il y a moins d'un mois. S'agissant de la nature exacte de ces soi-disant rassemblements, Le Monde et ses partenaires ont obtenu des documents authentifiés venus des services de renseignement russes, comme ce document qui est intitulé « Projet anti-Erdogan » sur les relations entre la Turquie et l'Europe et qui détermine le message à faire passer lors d'un rassemblement qui a eu lieu à Paris au mois de mars, montrer... Je cite le caractère ingrat et provocateur de la réaction ukrainienne à la tragédie turque, le séisme de février dernier en Turquie, ou encore souligner la nature nazie destructrice des activistes pro-ukrainiens et de la société ukrainienne sous le pouvoir de Volodymyr Zelensky. Quant aux participants à ces rassemblements qui se trouvent être à l'origine de la publication de ces photos sur les réseaux sociaux, vous les voyez ici, Le Monde a identifié 5 d'entre eux. Ce sont des individus qui sont tous en lien avec la Russie, d'où ils pourraient avoir été recrutés par simples petites annonces. Et qui visiblement participent à plusieurs manifestations dans plusieurs villes différentes. C'est ce que montre, en tout cas, l'infographie du Monde. Voilà pour cette enquête, Hélène, à retrouver donc dans les colonnes du quotidien du soir. On ne se quitte pas là-dessus. La rubrique « Beaucoup de bruit pour rien », toujours. Je vous propose de jeter un cil aux Parisiens aujourd'hui en France, Pauline, qui rapporte que Colette, 92 ans, a reçu la visite des gendarmes pour une raison, un motif, ma foi, assez inhabituel. Ses voisins ont envoyé une pétition pour protester contre les nuisances provoquées par ces grenouilles. Une pétition a été lancée pour lui demander d'évacuer les bestioles. Colette essaie de prendre les choses avec humour. S'ils essaient de prendre les grenouilles, qu'ils s'amusent. Les grenouilles, ça saute. Et puis, elle reviendrait de toute façon. En attendant, les grenouilles de Colette continuent de coasser. Les grenouilles coassent. Merci beaucoup.